Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je me présente rapidement, je suis investisseur immobilier boursier. J'ai été dans la crypto, mais en ce moment c'est pas le meilleur moment pour en parler. Voilà, on est début décembre, le dernier mois de l'année. J'espère que vos objectifs se sont bien réalisés. Moi j'en avais 2, vous le savez, très certainement, sauf si vous me rejoignez. Acheter 5 appartements cette année, c'est chose faite. J'étais sur mon chantier pas plus tard qu'hier. Ça avance bien, j'espère que ce sera fini avant la fin de l'année. Donc ça c'était le chantier de mon 5e appartement. Et normalement je suis en train, c'est prévu que j'en signe encore un. Et au mois de décembre, j'espère que ça va se faire. Et sinon j'avais pour objectif de voyager dans au moins 10 pays. J'ai dépassé ce chiffre et voilà, je vais commencer à m'organiser pour l'année prochaine. Normalement je fais des intros super longues. Mais là, aujourd'hui, déjà, je suis un peu pressé par le temps et j'enregistre 2 podcasts cette semaine. Donc voilà, je vais essayer de faire court pour vous, pour moi, 2-3 petits points et on attaque directement avec Benoît. Pour vous présenter rapidement ce dont on va parler aujourd'hui, donc on accueille Benoît Haut-Savoyard qui a commencé à investir en tant que policier lorsqu'il avait 19 ans. On a eu des militaires, on a eu des policiers, je crois qu'on a eu des gendarmes aussi sur le podcast. Donc voilà, c'est, je pense, des métiers qui sont des bons tremplins pour être investisseur visiblement. Donc il a eu 27 appartements entre ses mains, il a fait des très bons achats et grâce à ça, il a pu voir son patrimoine monter en flèche. À 39 ans, il peut à présent vivre de ses investissements au bord du lac Léman. Elle est pas belle la vie. On va voir notamment comment il a pu acheter un terrain à 95 000 euros alors qu'il était affiché à 250 000 euros, mais également ces 3 erreurs qu'il a fait en immobilier, dont un achat dans une résidence Pierre et Vacances. On en parlait pas mal il y a quelques semaines. Mais c'est pas ces erreurs qui l'ont empêché de vivre sa vie de rentier. Pour tout le reste, j'ai un peu refait tous mes liens et tout ça. Si vous voulez me contacter, si vous voulez obtenir votre checklist gratuite indispensable en visite, si vous voulez suivre la formation, négocier pour faire des gros billets. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Donc dans cette formation, je vous montre comment bien négocier et surtout comment acheter sous le prix du marché. Donc comment évaluer le prix du marché, parce que ça sert à rien de négocier si on connaît pas le prix du marché. On peut négocier moins 50%, on peut quand même payer trop cher. Et en plus, si vous voulez, en plus de ce programme, vous pouvez avoir, pour une très modique somme, une formation sur le dossier bancaire. Comment est-ce que je prépare mon dossier bancaire, les 7 sous-dossiers que je prépare pour avoir mes financements. C'est pas pour ça que vous allez avoir forcément des financements si vous êtes au chômage ou si vous êtes artiste de rue. Mais c'est de cette façon que j'ai préparé mes dossiers. Donc en plus des 7 sous-dossiers avec un résumé pour le banquier. Et c'est comme ça que j'ai obtenu 6 emprunts cette année. Je dis pas que ça va être aussi facile pour tout le monde, mais en tout cas c'est de cette façon que je procède. Et surtout dans cette petite formation, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous le raconte, j'ai enfin lu la publication du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF de son petit nom, qui limite le taux d'effort. On n'appelle pas ça taux d'endettement dans la publication, c'est le taux d'effort à 35%. Donc on l'a lu ensemble, je vous dis ce que j'en pense. Je suis pas juriste ni avocat en en lecture ou ministre, je sais pas, ou député en lecture des publications dues au Conseil de stabilité financière, mais je vous lis ce que j'ai compris dedans et comment est-ce qu'on peut un peu gratter selon moi pour s'endetter un peu plus, parce que les 35% eux ils sont fixes, mais ce qui n'est pas fixe c'est le numérateur et le dénominateur. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut un peu jouer sur ces deux paramètres pour, à mon avis, un peu continuer à investir, ou en tout cas investir au maximum jusqu'à être limité par ce taux d'endettement et ensuite ce taux d'effort, pas d'endettement. Voilà, petite dédicace à Christina et Abdallah, ils m'ont pris le programme et voilà, une semaine après, ils ont fait leur première offre pour un premier investissement immobilier. On s'était vu à Paris, on s'est revu à Lyon et voilà, ils ont pris la formation, ils ont suivi et maintenant ils ont fait leur première offre et j'espère pour vous que ça va passer, on croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, ils sont allés à plusieurs centaines de kilomètres d'Île-de-France parce qu'ils habitent en Île-de-France pour investir. Bravo à vous, je suis sûr que les gros billets vont pas tarder à tomber. Voilà, moins de 5 minutes d'intro, je crois que c'est du jamais vu. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager, surtout partager à vos amis. Si vous avez des amis policiers, des amis fonctionnaires qui gagnent très mal leur vie, des amis en Savoie, on en a beaucoup en Savoie qui écoutent le podcast, et en Haute-Savoie, visiblement la différence c'est comme la couture et la haute couture entre la Savoie et la Haute-Savoie. Ici on est pas là pour diviser les gens,
Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve avec Benoît de l'autre côté, mais en tout cas, c'était vraiment un épisode que j'ai particulièrement apprécié faire. Et on voit que peu importe son profil de départ, il y a des gens qui sont ingénieurs, il y a des gens qui sont policiers, il y a des gens qui sont militaires, il y a des gens qui travaillaient dans des banques privées en Suisse qui gagnaient très très bien leur vie. Tout le monde a pu déjà investir ou alors faire le bye-bye patron. C'est accessible pour beaucoup de gens. Et si vous adorez votre métier, eh ben gardez-le et ça vous empêchera pas de faire des gros billets à côté en immobilier et d'être beaucoup plus serein quand vous allez voir votre patron pour lui dire bah écoutez, au lieu de gratter à 50 €, vous êtes sûr de votre valeur, vous avez déjà des revenus, des side business qui vous enrichissent. Donc voilà, je pense qu'on travaille de façon beaucoup plus détendue quand on a des centaines de milliers d'euros en plus-value ou des centaines ou des milliers d'euros qui rentrent chaque mois grâce à des investissements immobiliers. Et il y a énormément de métiers quand on est salarié, quand on est fonctionnaire, qui sont géniaux. J'avais fait un épisode là-dessus. Le bonheur est dans la rat race et je continue à y croire que pour plein de métiers très très intéressants, être salarié, être fonctionnaire, c'est génial et on fait des choses beaucoup plus intéressantes que quand on est investisseur immobilier ou entrepreneur. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on est avec Benoît, ex-policier devenu rentier, avec qui on va voir son long parcours d'investisseur qui, mine de rien, il est très riche. Bah, salut Benoît, comment ça va? Salut Thibaut, merci de ton invitation, ça va impeccable. Écoute, un plaisir moi je te vois en visu et les auditeurs ne comptent que ta voix, mais moi j'ai le plaisir de te voir et c'est cool de passer un moment avec toi. Ouais. Bah on est super ravis. Puis moi j'adore toujours avoir des auditeurs, avoir des investisseurs, ça donne toujours beaucoup d'idées. Depuis que j'ai ce podcast, j'ai dû acheter je sais pas, peut-être une dizaine d'appart. C'est aussi notamment grâce aux enseignements que j'ai pu tirer des invités. Écoute, pour te présenter, tu peux nous dire dans quelle ville t'habites, quel âge t'as, et j'aime bien aussi alors souvent je demande aux invités de raconter un peu un métier insolite qu'ils ont eu ou une expérience professionnelle insolite. Toi, vu que t'as été policier, t'as sûrement eu des choses à raconter ou je sais pas ce que t'as fait avant. Donc voilà, si tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs. Eh ben alors succinctement, moi je m'appelle Benoît, j'ai 39 ans, j'ai acheté mon premier bien immobilier, j'avais 19 ans et je suis de Haute-Savoie, du côté d'Annemasse. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville frontalière avec Genève, la Suisse. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais policier et après, j'ai démissionné au bout de 9 ans et pour bosser dans une boîte de sécu privée. Et là, ça fait quelques mois maintenant que j'ai fait bye bye patron. Enfin, quand je dis j'ai fait bye bye patron, c'est mon employeur qui nous a dit bye bye parce qu'ils ont fermé là où on bossait. Donc, par la force des choses, j'ai pu faire un marchepied pour devenir vraiment vivre pleinement de mes biens immobiliers. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai et comment j'ai fait ça, quoi. On est arrivé là, ouais. Et c'est vrai que des policiers et des gendarmes, il y en a pas mal qui sont investisseurs. Je pense que vu que tu as des emplois du temps qui sont... mon beau-frère, il a été policier à un moment. Lui, en tout cas, il faisait 3 jours de 11 heures. Alors, je sais pas du tout comment tu travaillais. Et puis après, 3 jours, il travaillait pas. C'est exactement ça te permettait de... C'est exactement ça, parce que c'est un boulot où tu as du temps pour toi dans ta vacation, parce que t'es pas tout le temps sur le feu. Et puis, comme tu disais, tu as des journées de 12 heures, donc en récup derrière, généralement, tu bosses 3 jours, tu as 3 jours de récup ou 2 jours de récup. Donc ça te permet d'avoir du temps pour faire les visites et pour trouver surtout les annonces. Ouais, top. Et puis toi, tu dis, tu as 39 ans, donc je sais pas du tout quel âge a exactement mon auditeur moyen ou mon auditeur médian, mais c'est vrai que quand tu as commencé, tu as dit à 19 ans, donc en fait, on arrive vraiment, si on prend des emprunts sur 20 ans, alors on va voir, tu as fait des trucs que tu as achetés, revendus, etc. Mais en fait, tu arrives déjà à 39 ans, qui est l'âge où certains se lancent, en fait, à une fin pour certains des achats que tu aurais pu faire à l'époque. Exactement. Tu peux nous raconter peut-être ton premier investissement, combien tu gagnais? Je sais que la police paye pas très bien, en tout cas les gens qui ont
c'est... Enfin, après, tout est relatif, mais en tout cas, mon beau-frère, il n'y est pas resté. C'était notamment également pour ça. C'est vrai que on n'y va pas généralement quand tu vas à la police, tu vas pas forcément pour l'argent, tu vas pour le boulot que tu penses qui va être intéressant, que tu vas avoir des choses qui sortent du commun. C'était surtout pour ça que les 3/4 des gens vont dans ce boulot. Après, moi, à l'école de police, de mémoire, j'étais à 1400, 1450, un truc comme ça. Et après, en sortant, tu tournais à peu près à 1790. Et moi, je bossais de nuit, donc ça me permettait d'avoir des primes tous les trimestres. Donc tu rajoutais à peu près, on va dire, 300 balles par trimestre. Donc tu vois, tu rajoutais 100 balles par mois. Donc t'es allé, on va dire, en dessous de 2000 euros, tout juste en dessous de 2000 euros. Donc je vais pas me plaindre, hein. Il y a 20 ans, c'est intéressant. Tu as 21 ans, tu gagnes 2000 balles. Ça va bien, hein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Je faisais un boulot qui était sympa, qui te laissait du temps. Donc non, c'est cool. C'est cool. Tu étais gardien de la paix? Ouais, c'était ça Exactement, ouais. Exactement. Et après, je vais parler pas mal de chiffres parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse quand j'écoute ton podcast et même des autres, c'est de savoir, de se projeter par rapport à la personne qui a fait son petit parcours et de savoir comment ça se passe. Moi, j'ai acheté mon premier appartement quand je suis revenu dans la région. J'avais acheté un T2 à Annemasse et je l'avais payé à l'époque 120 000 euros avec les frais de notaire. Alors, j'étais dans l'optique vraiment de m'acheter un appartement juste pour me loger, hein. C'était dans le but à terme d'avoir un toit sous la tête à la retraite. C'était vraiment pas dans un investissement. Voilà, exactement. Surtout que nous, finalement, mon prêt bancaire, et pourtant à l'époque c'était quasiment du 5% d'intérêt, me coûtait moins cher de rembourser mon prêt bancaire que de louer un bien. Donc il n'y avait pas photo. Et je l'ai revendu, ce bien, au bout de 5 ans. Je l'ai revendu quasiment 150 000 euros. Donc déjà, première plus-value. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est la plus-value, mais c'est surtout que pendant 5 ans, tu as remboursé, tu as amorti ton capital. Et donc là, c'est tout bénef, quoi. Tu reviens, tu as quasiment 50 000 balles dans les poches. Donc c'est super intéressant. En 5 ans, alors que tu gagnais 24 000 euros par an et puis qu'il fallait bien vivre et tout ça. Donc, c'est exactement ça. Et puis moi, je comparais surtout avec mes autres collègues qui étaient arrivés en même temps que moi, qui gagnaient la même paye, qui étaient célibataires comme moi. Au bout de 5 ans, moi, j'avais sur mes comptes 50 000. Les mecs, ils avaient toujours rien. Et ils avaient toujours pas de logement. Ils payaient chaque mois quelque chose. Et moi, je me suis dit, je veux pas faire ça parce que le mec, dans 20 ans, de nouveau, il va se retrouver dans la même situation. Le but, c'est d'essayer de grossir, quoi. Ah ouais. Et c'est vrai que Michel, mon associé, il a habité à Annemasse. Alors, j'ai jamais vu les appartements qu'il avait, mais au début, il était locataire. Et après, quand il avait acheté, je crois que c'était plus grand et c'était moins cher l'emprunt que... Et pourtant, c'était, toi, c'était à 20 ans. Lui, ça devait être il y a 5-6 ans. Je sais pas, une corrigera. Mais il y avait quand même... alors que l'immobilier, globalement, pour la taille de la ville, est quand même assez cher tiré par les prix... par les prix, les pays suisses, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une grosse population suisse qui ne peut pas se loger, donc ils viennent, du moins qui ne peuvent pas acheter en Suisse parce que c'est terriblement cher. Donc ils viennent sur France. Et après, il y a tous les frontaliers, les personnes qui viennent pour vivre sur le coin, qui ont besoin de se loger. Donc c'est vrai que même les loyers, c'est très très cher. C'est une folie douce. Hein, c'est de la folie douce. Maintenant, un studio de 20 mètres carrés ici, un truc qui tienne la route dans un quartier pas trop mal, c'est dans les 120 000 euros. Ouais, c'est 6 000 mètres carrés. Ouais, ça, c'est le problème que tu as en France, c'est que, surtout quand tu es fonctionnaire, ta paye, c'est globalement la même que tu habites à Saint-Etienne ou à Annemasse ou à Paris, je sais pas, il y a des il faut des primes, un petit peu de primes. Alors qu'en fait, ton coût de la vie, il est complètement différent. Et puis tu te dis, ces villes, elles ont quand même besoin d'infirmières, de profs et tout. Et ouais, c'est les pays frontaliers, c'est vraiment dans les deux sens selon à quel point. Moi, j'ai des investissements en Moselle. En Moselle, t'as deux villes, il y a plusieurs, mais t'as Metz qui est la ville principale, qui est une ville très sympa où j'ai des appartements, et t'as Thionville qui est beaucoup plus proche de Luxembourg, qui est une beaucoup plus petite ville, qui a, certains peuvent dire qu'il y a du charme, mais bon, il y en a moins qu'à Metz, et puis les prix ils sont quasiment 2 fois plus élevés, alors que parce que t'es proche du Luxembourg et que Metz c'est plus loin. Donc c'est vraiment des choses dont il faut savoir et avoir conscience. Ou alors faut suivre ton conseil que tu donnais dans les derniers podcasts là, ou comme quoi il fallait se marier avec quelqu'un qui soit plus riche que soi. Ça permet de upgrader gratuitement. Voilà. C'est ça, c'est le bon plan. Et je pense que quand t'es un homme ou une femme, si ça t'arrive, ça va te permettre de toujours être dans ta meilleure shape parce que tu veux la garder, tu vois. Donc tu te dis déjà j'ai pas l'argent, donc au moins je vais aller un peu faire des pompes pour être en forme. Et donc voilà, t'as l'argent, la santé et c'est super beau. C'est ça. Ta femme elle est toute amoureuse, voilà. Elle est pas belle la vie. Non mais c'est vrai que habiter en couple, ça
Alors, quand tu te sépares, c'est compliqué, mais quand t'es à deux, souvent, c'est incomparable, hein, le coût de Ça, c'est sûr. habiter seul. Tu chauffes, donc... que tu sois deux ou tout seul, tu chauffes pareil ta maison, donc c'est vrai que c'est l'intérêt. Ouais, l'assurance du logement, l'internet, l'électricité, c'est pas rien. Donc voilà. Et ensuite, donc là, on a vu, tu as vu un petit T2, tu l'as revendu. Alors j'ai revendu, donc une petite plus-value. Et moi, ce que je voulais, c'est absolument, comme le rêve de beaucoup, je pense, c'est d'avoir une petite maison tranquille, parce que bon, la copro, c'est sympa quand t'es une bonne petite copro, mais t'es pas à l'abri qu'il y ait des mecs au-dessus qui fassent la nouba tous les week-ends. Toi, tu bosses de nuit, t'as pas envie d'entendre ça. Enfin, c'est pénible. Donc j'ai voulu chercher un petit truc et j'étais dans le but de dire, même si je prends un petit une petite maison de 60 mètres carrés sur un petit terrain, ça me va bien. Je voulais vraiment la petite maison individuelle peinard. Et vers chez moi, quand tu vois le prix de l'immobilier, c'est hors de prix. J'avais vu un terrain qui coûtait 600 mètres carrés, qui coûtait 250 000 euros, qui faisait 600 mètres carrés. Donc je l'avais visité, inabordable tout. Et 6 mois. Tu l'as visité, c'est ça qui est beau. Je voulais me donner une idée de savoir ce qu'était le prix du marché, et surtout à l'époque, comme je connaissais strictement rien, je voulais savoir ce que ça représentait 600 mètres carrés. Savoir vraiment si je pouvais mettre une maison dessus. J'avais vraiment pas d'idée, j'étais vraiment basique, j'avais vraiment pas d'idée, et ça me donnait une idée de savoir en gros quelle était la valeur d'un terrain de 250 000 balles. Et donc voilà, j'ai regardé tout, j'ai vu qu'il me plaisait bien, mais pas le budget quoi. Donc j'ai attendu, et je regardais régulièrement, pas de terrain, et ce même terrain, il l'avait légèrement blessé, je crois qu'il était à 225 quelques mois après, 8 mois, rien, et il s'est passé quasiment une année. Et au bout d'une année, quand je revais le visiter, je leur dis écoutez, pourquoi il n'est pas vendu? Et elle m'explique, la dame, c'était l'agence Orpi, je crois de mémoire, elle m'explique que finalement, le PLU va changer, et que si ce terrain n'est pas construit, parce que les viabilités ne sont pas faites, si ce terrain n'est pas construit, il passera en non constructible. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un effet de levier énorme à faire, un effet à faire dessus, une négo importante. Donc moi, j'y suis allé au culot, j'avais 24 ans, rien à perdre, si c'est pas celui-là, ça sera un prochain. Donc j'avais proposé à l'époque 75 000. Au lieu de 250 puis 225. Voilà, et là, elle m'a dit, je pense qu'on peut faire une affaire à 150 000. Alors moi, je leur ai proposé 75, qui m'a été gentiment refusé. C'est passé encore un mois, donc tu vois, plus ça allait, moins ils avaient de temps pour le vendre. Et ils sont revenus vers moi. Quand ils sont revenus vers moi, je leur ai dit que moi je pouvais aller un tout petit peu moins fort pour pas saturer le micro. Non, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention. Pour les auditeurs en voiture, on vous sent si vous avez je m'en plains. Désolé pour vos oreilles. Et finalement, moi j'ai proposé 90, et en 15 jours après, je leur ai dit écoutez, je peux essayer de faire 5 000 de plus en demandant un peu d'argent à la famille, et je l'ai touché à 95 000. Donc, 250. Et des terrains à proximité de chez moi, il n'y avait rien en dessous de 170 000, même pour 400 mètres carrés. Donc c'était vraiment je savais que j'étais une très bonne affaire, avec bien sûr le risque que les viabilités n'étaient pas faites. Est-ce que ça allait pouvoir être fait, tout. J'avais mis des conditions suspensives dans l'obtention de prêt. Donc ça c'est fait. Dans le compromis plutôt, non? Dans le compromis, pardon. Dans le compromis. Et puis tout c'est bien. Il y a toute une des péripéties, parce que l'appartement, l'immeuble, la maison, toi je sais même plus comment je parle. La maison, j'ai été suivi tout le temps par la mairie pour être sûr que ça soit bien fait comme il faut, parce que c'était dans une zone protégée. Bref, c'était assez compliqué. Et j'avais pu faire finalement une maison de 100 mètres carrés sur 2 niveaux. Et après, je me suis dit, comme j'utilisais pas la totalité de la maison, je vais faire en sorte de créer un appartement au rez-de-chaussée. Donc j'ai fait un appartement au rez-de-chaussée que je louais. Et finalement, cet appartement, il me payait la totalité de mon prêt. Donc en plus de ne pas avoir acheté cher le terrain et d'avoir fait construire une maison par un maître d'œuvre, comme ça coûte moins cher, et ma maison ne me coûtait strictement rien, parce que c'était mon locataire qui payait toutes mes mensualités, quoi. Donc c'était tout bénef. Et cette maison, je l'ai gardée 7 ans. Et comment ça t'a coûté? Tu dis que passer par le maître d'œuvre, ça coûtait moins cher, parce que lui, il t'a négocié des tarifs avec chaque... Ouais, parce que en fait, quand t'as je crois que ça s'appelle un constructeur de maisons individuelles, en fait, t'as des garanties décennales, ils ont un constructeur de maison, effectivement. Si tu prends un architecte, il prend un pourcentage, et là, un maître d'œuvre, en fait, lui, il gère tout, mais tu vois directement avec les artisans. Donc, t'arrives à gratter des sous, c'est certain. Et donc, moi, la maison, tout compris, elle m'est revenue avec l'appartement en dessous, 240 000 euros. Donc, avec le terrain. Avec le terrain. Donc, j'avais bien tiré les trucs. Et je suis pas d'accord.
Je suis pas bricoleur, j'ai rien fait. Hein. Mettre un clou, c'est compliqué pour moi. Donc non, j'ai fait une énorme plus-value, c'est pour ça. Je l'ai gardé 7 ans. Et au bout de 7 ans, je l'ai revendu 400 000. 400 000, donc 150 000 de... 160 de plus-value. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça équivaut à 8 ans de salaire de flic, quoi, en une affaire immobilière. Il restait 7 ans, en fait, entre deux personnes, un qui avait la maison et un qui était locataire, mais qui se levait tous les jours pour faire policier. À la fin, vous auriez gagné la même chose, quoi. Exactement. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Mais ça, je pense que tant qu'on n'y a pas goûté et qu'on n'y a pas compris, les gens ne peuvent pas y croire. C'est assez compliqué. Et puis l'immobilier, moi je vois, c'est un truc qui est impressionnant parce que finalement tu achètes un bien avec de l'argent qui t'appartient pas, c'est l'argent de la banque. Et en plus de ça, si tu l'achètes bien, il faut l'acheter bien, c'est ton locataire qui rembourse ta mensualité. Toi, tu es juste là pour prendre du cash et pour attendre que ça se passe. C'est compliqué pour des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là de comprendre que c'est possible. Quoi. Moi, on m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais pu vivre de mes appartes. Jamais je t'aurais cru. Jamais de la vie. Et tu vois, moi et la capitalisation, c'est encore plus compliqué pour les gens à comprendre qu'en fait que c'est de l'argent que tu donnes à la banque, mais en fait qui en grosse partie, si tu enlèves les intérêts et l'assurance, va te revenir tôt ou tard. Moi, j'ai une bonne copine, elle est prof de français, elle est agrégée prof en prépa à l'UNIF, elle a eu mention très bien à la Sorbonne et tout. Donc c'est à la base pas quelqu'un d'idiot et elle me dit mais en fait je comprends pas, t'achètes des appartements. Mais en gros, tu vois, enfin, pour résumer, tu rembourses 500 à la banque, ton locataire il te donne 500, donc en fait pourquoi tu fais ça, tu vois? C'était ça à peu près son raisonnement. Ouais. Et franchement, j'ai pris le temps, j'ai essayé de lui expliquer et tout, mais ça rentrait pas, tu vois. Elle avait, je sais pas, elle arrivait pas à capter le truc, quoi. Ah mais ça. Bon. Donc mais c'est parce qu'elle est complètement dans un autre monde, quoi. Après, c'est des littéraires. Les matheux comprennent peut-être plus facilement que des littéraires. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, nous, on a un peu du mal avec les didascalies. Mais bon, c'est donc là, donc quand même, t'avais un salaire. Tout ça, t'avais acheté tout seul. Hein, t'étais pas en couple à ce moment-là. Hein. Non, j'étais toujours tout seul. Et tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent, j'ai tout le temps acheté seul, sauf un des derniers biens là que j'ai acheté, un local commercial où j'ai acheté avec mon meilleur pote. Mais sinon, j'ai toujours tout acheté en nom propre, seul, pour être tranquille. Donc là, t'avais quand même une paye on en a parlé avant, 1700 et quelques euros. Ouais, et t'avais une maison à 400 000 balles. Ouais. Quoi. Et je remboursais de mémoire 500. À moins de 600 euros, je crois que c'était 595 euros par mois. Et le loyer du locataire du rez-de-chaussée, donc, était de 650. Donc, tu vois, il me payait tout. Quand je te dis tout, il me payait la mensualité et ma taxe foncière. Donc, c'était pas mal. C'est bien. C'était cool. Et après, ouais, dis-moi. Ouais, donc là, tu as changé. Une question que je me posais sur ces résidences principales, tu as d'abord après trouvé une nouvelle résidence principale. Comment tu t'es organisé? Moi, tu vois, j'ai souvent acheté, revendu des voitures et j'avais toujours le dilemme, c'était soit bien acheter et après tu as 2 voitures et ça t'emmerde parce qu'il faut 2 assurances, faut 2 vignettes ou 2 parkings. Ou soit, en gros, tu vends bien, donc tu attends aussi longtemps que tu veux jusqu'à trouver l'acheteur qui va te payer le meilleur prix. Et après, tu es dans la galère pour, notamment, tu n'as pas de voiture pour aller en visiter d'autres. Donc, c'est toujours un peu le... Et avec les résidences principales, c'est vrai que moi, la vie a fait que souvent, quand j'ai eu que, en fait, une résidence principale à mon nom. Là, je suis en train de racheter une. Et puis la question, c'était pas vraiment posée de si j'allais rester dedans ou pas par rapport à la vente. Donc ouais, comment t'as organisé cet enchaînement de... Alors, moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que le chantier, il a duré un peu plus de 7 mois. Et pendant les 7 mois, en fait, moi mes parents, ils sont du coin. Donc j'ai pu loger chez eux pendant 7 mois. Donc ça m'a permis d'être tranquille. Quoi. C'était après la vente de la maison, du coup? Non, j'ai vendu alors je t'explique. J'ai vendu l'appartement, je suis allé chez mes parents. Chez mes parents, j'ai fait construire la maison. Et quand j'ai vendu la maison, là, j'étais avec ma copine, donc j'ai logé chez ma copine. Et après, j'ai acheté ma nouvelle résidence principale. On revient toujours dessus. Hein. L'amour, c'est beau. Et parfois, si c'est bien géré, ça peut être intéressant dans tous les sens du terme, effectivement. C'est clair. Ok. Et donc, là, tu as racheté une résidence principale, mais tout seul, ou c'était avec ta copine? Non, on a acheté, le programme est différent, mais on a acheté à 2 la résidence principale. Et pareil, on a acheté un truc qui était en dessous, mais bien en dessous du prix du marché. Il y avait des travaux à faire.
Et on a fait on a fait des travaux. Et donc maintenant, on sait qu'on a une plus-value latente de quasiment 210 balles, quasiment dessus. Ok. Toujours dans le coin, là, en Haute-Savoie. Toujours pareil, ouais, proche du lac. C'est important de. Léman. C'est ça, exactement, le lac Léman. C'est important, dans tous les biens, je pense, c'est l'emplacement. C'est super important parce que, je me souviens justement, mon maître d'œuvre, c'est ce qu'il m'avait dit. Une bonne affaire, tu le fais au moment de l'achat. Tu le fais pas au moment de la vente, tu sais jamais combien tu vas la vendre. Par contre, si tu achètes en dessous du prix du marché, tu prends pas trop de risques. Si tu fais en plus de ça, tu fais des travaux dedans qui mettent l'appartement en valeur, t'es tranquille, quoi. Donc, Ouais, on dit l'emplacement. En fait, là, pour avoir cherché une résidence principale que je suis en train d'acheter, tu peux le dire encore au moins 2 fois, parce que tu as l'emplacement la ville, tu as l'emplacement dans la ville, tu as la rue et à quel endroit tu es de la rue. Tu peux être dans une rue, je sais pas, un croisement super passant et tout. Et après, tu as encore dans l'immeuble l'emplacement, à la fois l'étage et l'orientation, tu vois. C'est donc clair. tout ça, et si t'as des gens au-dessus, en dessous, tout ça, ça joue également, quoi. C'est ça. Et encore, quand le problème que tu as, c'est quand tu achètes ta résidence principale, tu as l'émotionnel qui rentre à fond. Quand tu fais du locatif, à la limite, bon, tu fais un truc sympa, mais tu t'en fous, tu n'y habites pas. Tu trouveras toujours un locataire. Mais c'est vrai que ta résidence principale, tu as l'émotionnel qui rentre en compte, donc forcément, t'es un peu plus exigeant, on va dire. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que je suis hyper sensible à la lumière. Il me faut vraiment beaucoup de lumière. Et tu vois, ça, c'est un truc, c'est difficile à chiffrer. Moi, je demande toujours les orientations. Je regarde sur mon téléphone et tout. Alors que, tu vois, j'ai des apparts au rez-de-chaussée en location. Tu vis pas. Puis j'y vis pas. Les gens, c'est pas comme des rats. Mais moi, je sais que c'est un truc que je suis sensible à ça. Donc, c'est clair. T'as raison. J'ai failli faire des investissements pas mauvais, mais moyens, en faisant des journées de visite. Et une fois, j'étais vraiment allé dans un truc sombre au rez-de-chaussée d'une maison de maître et tout. Et après, j'étais allé dans une copro années 60-70, super haute, avec une super vue, le gros soleil qui tapait dessus. Et là, je me suis tout de suite... j'ai eu comme un peu un coup de cœur, on va dire, alors que l'immeuble payait pas de mine. Et je me suis quand même rendu compte que, en fait, c'était la comparaison et le truc qui faisait que... T'aurais fait l'inverse, t'aurais trouvé l'autre peut-être pas si bien que ça, c'est clair. Ouais. C'est certain. Ok, et donc là, t'as acheté, c'est de nouveau une maison que t'avais tout à fait, ouais. Une maison proche du lac, sympa, une maison individuelle. Elle est un peu plus grande, donc tu vois, on essaye de monter en level, mais c'est sympa, ouais, c'est sympa. Et surtout l'emplacement que je voulais, un coin vraiment sympa, peinard. Et comme je suis papa en plus, tu vois, pour les écoles, tu penses après différemment aussi, parce que exactement, c'est des choses qui sont différentes. Exactement. Donc ça se réfléchit. Combien d'enfants ? Une seule. Une petite, ouais, de 11 mois. Ok. Ah ouais, c'est tout récent, là. Ouais. C'est pour ça. Voilà. Super intéressant. Et c'est vrai, les enfants, moi, vu que j'en ai pas, c'est pas un sujet où je suis conscient de toutes les problématiques. Mais, et tu vois, t'as beaucoup d'investisseurs un peu déter qui en ont pas, ou alors t'en as qui en ont. Moi, on a un club avec mon associé où on aide les gens à acheter des appartements et ça prend du temps, les enfants, donc pour visiter c'est compliqué et tout, donc peut-être qu'un jour ce sera bye bye patron, bonjour les couches et je ferai ça. Okay. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est que moi, quand mes premiers investissements, je les ai tous faits, j'étais célibataire, j'avais pas d'attache, je pouvais y aller, quoi. J'avais du temps, t'es que pour toi. Et c'est là-dessus où t'es le plus efficace. Tu peux faire les visites n'importe comment. Moi, j'ai essayé de ramener du pognon de partout. Donc, si tu veux, moi, je louais ma voiture. Donc, ma voiture me coûtait rien. Je faisais en sorte que tout ce que j'achète me coûte rien. Donc, j'allais faire, quand j'avais démissionné, je bossais dans une boîte de sécu, mais à côté, j'allais faire des ménages. J'essayais vraiment de faire du blé, pour justement avoir des apports pour mes futurs apparts. Chose que j'aurais pas pu faire, ou plus difficilement si tu avais eu un enfant ou une vie de couple, forcément, parce qu'au bout d'un moment, ta nana, elle te dit, tu passes plus de temps à l'extérieur qu'avec moi, donc faut faire gaffe à ça aussi, quoi. On connaît, nous les investisseurs, voilà, il y en a beaucoup qui ont laissé des plumes à force de les visiter et tout ça, et donc voilà. Ouais, très intéressant. Et puis après, moi, tu sais que tes apparts, ils iront à quelqu'un. Après, c'est ça. C'est qu'en fait, au départ, tu réfléchis en disant que tu vas faire pour toi, pour tes vieux jours. Et puis finalement, tu changes d'un petit peu de mentalité en disant, tu vas préparer l'avenir de ton petit, quoi. Donc, c'est aussi gratifiant pour ça, quoi. C'est clair. Ouais.
Ok, top. Donc là, on a fait un peu le cheminement de tes RP. Ouais. T'es pas sur le podcast parce que tu as acheté 3 RP, même si tu as fait des bons coups. Tu peux nous raconter peut-être les autres biens que t'as achetés, comment ça s'est passé. Eh ben, écoute, en tout, Tu peux dire un peu les revenus que tu avais à ce moment-là. Je pense que c'est ouais. important qu'on... Bah, je vais te parler de chiffres, ouais. Alors, j'ai pris je vais te parler de chiffres, j'ai pris mes petites notes parce que c'est difficile à tout retenir. Alors, si tu veux, moi, en tout, j'ai acheté entre les apparts que j'ai achetés et que j'ai revendus, en tout, j'en ai acheté 27. Et maintenant, aussi, j'ai fait deux, trois trucs. Et maintenant, il me reste 16 appartements, enfin 16 lots en tout. Donc, j'ai acheté des choses. En fait, moi, j'essayais d'optimiser, parce qu'au départ, les premiers achats que je faisais, moi, j'y connaissais rien à l'immobilier. C'était vraiment pour trouver un truc sympa, pour avoir plus tard un truc qui était payé et que j'avais plus besoin de payer le loyer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois après que j'achetais un bien, je faisais en sorte qu'il y ait une plus-value directement dessus. Donc, j'ai acheté des studios que j'ai transformés en T2. Comment tu faisais? Alors, tu regardais les fenêtres, je suppose. Ouais, alors c'est ça, c'est exactement ça. Je faisais en sorte qu'une pièce qui était rectangulaire basique, s'il y avait possibilité au fond de la pièce de coller une verrière avec un accès avec une fenêtre, eh ben tu pouvais faire un petit T2 sympa, tu fais une belle déco, tu fais en sorte que ça soit aéré, lumineux, c'est nickel. Donc tu fais ça. J'ai acheté aussi des appartements qui étaient des T2 et il y avait possibilité pareil de faire un T3. Donc pareil, rebelote, j'ai fait ça. Ouais, c'était une cuisine séparée, non? C'était ça. Tu as la cuisine séparée. Et là, c'était une mezzanine, en fait. Et la mezzanine, c'était un coin salon, si tu voulais, qui était en mezzanine, qui servait à rien. J'ai décalé le salon en bas, et en haut, j'en ai fait une chambre. C'était surtout que celui-ci, il est en LCD. Donc c'était ce qui est le plus important, d'avoir un couchage supplémentaire, quoi. Après, il y a aussi des appartements que j'ai achetés, des studios, mais qui avaient une belle hauteur sous plafond. Donc pareil, tu colles une mezzanine dessus, ça te fait un couchage. Tu vends ça comme un studio en achat-revente, mais finalement les gens se projettent parce qu'ils voient une chambre. Donc ça aussi c'est intéressant. Et puis quand tu vois ce que ça te coûte à faire, et combien ça coûte? J'ai aucune idée. Je pense rajouter une pièce, c'est pas une pièce avec une verrière, une pièce avec une verrière. En soi, ça te coûte, la verrière. Alors je te dirais les 1500 balles. Donc ça coûte que dalle. Hein. Franchement, ça coûte rien. Après, il faut que la pièce soit configurée pour être bien découpée pour pouvoir surtout avoir l'accès à la fenêtre. C'est surtout ça. Mais sinon, ça coûte rien. Après, une mezzanine, tu comptes à peu près entre 2 et 3 000 euros pour faire un truc qui tienne la route. Ah, c'est pas cher. Non, c'est pour ça. Après, ce qui est pas cher, c'est pas le matériel finalement, c'est de trouver la personne, l'artisan qui peut venir. Qui savent faire ça. Quoi. Ouais. Après, je me suis intéressé pas mal, mais t'as pas mal de choses qui se font en kit maintenant, et c'est des mezzanines en métal. Donc en fait, c'est des kits qui te livrent, tu donnes tes dimensions et tu as tout qui est tout sur mesure, donc t'as plus qu'à y monter. Donc c'est relativement simple. Après, c'est beau parce que du métal là comme ça paraît pas. Ah, tu fais un style, ouais, si, c'est sympa. Quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un style industriel. Tu fais en sorte que ce soit un style industriel. Mais non, franchement, si, ça rend bien. Ça rend bien. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que, comme je te disais que j'étais dans l'optique de toujours optimiser derrière, c'est des caves. J'ai acheté des grandes caves, donc une grande cave que j'ai séparée en 3 et que je mets en location. Donc là, c'est pareil, au lieu de le louer une fois, je le loue 3 fois. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais ouais, j'ai pas. Ouais, je pense que ça se loue les caves, mais comment ça se loue moi, chaque cave, je les loue 45 euros. Ok. Donc tu vois, et une cave la même grandeur, au lieu de la morceler, je l'aurais peut-être loué 60 euros. Donc tu vois, puis ça sert à rien parce qu'elle est trop grande la cave. Donc tu n'aurais même pas optimisé le truc. Donc ça, 60 balles. Tu l'as divisé comment? T'as fait une sorte de sas ou t'as rajouté un... Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait un sas et après j'ai cloisonné. Et donc chaque cave fait, je te dis une bêtise, je crois chaque cave fait à peu près 4-5 mètres carrés. Donc tu vois, ça va amplement. Et après, c'est pareil, quand t'as pas besoin de cave, tu te rends pas compte qu'il y a une demande. Quand tu mets une annonce avec une cave, tu te rends compte que tu as des appels. C'est fluctuant parce que parfois dans la même journée tu vas avoir 5 appels, des fois en une semaine 0, mais une fois que tu as trouvé ton locataire c'est bon quoi. Là, tu vois, une fois qu'ils sont dedans, c'est ça. Ça fait 3 ans, je reçois des virements, j'avais oublié que j'avais des caves quoi. C'est parce qu'ils payent par trimestre en plus, donc non c'est super intéressant pour ça.
Et après, ouais, là, ce que j'ai fait après, souvent aussi, j'essaie toujours de me renseigner sur les biens, savoir s'il va y avoir un projet à côté. Par exemple, j'ai acheté des appartements. Il y a une gare à proximité et il y a un train qui va directement sur Suisse. Et je savais que ça allait prendre de la valeur. Donc là, c'est le cas. Ben voilà, quoi. J'ai acheté au moment où il y avait les travaux. Et maintenant que les travaux sont finis, qu'il y a le train, bah, ton appartement, il prend 15-20%, quoi, sans rien faire. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a ça, il y a le fait, pareil, si tu as des écoles, moi j'ai acheté à côté d'une école d'infirmière et une école hôtelière. Ben là, c'est pareil, tu sais que tu auras toujours du monde, toujours de la demande, c'est des petites surfaces, pas très cher. Tu loues du meublé, ils sont regardants mais sans plus, parce que c'est pas des gens qui vont se projeter pendant des années. Donc ils font ça pour que ça soit propre, nickel pour la scolarité. Ils vont pas se projeter pendant 10 ans, donc ça va très bien. C'est vraiment, t'as les locataires que t'avais prévus. Parce que moi, j'ai un appartement très proche d'un hôpital, par exemple, et je m'étais dit, je vais avoir des gens de cet hôpital. Et en fait, j'ai jamais un seul postulant, alors qu'il est vraiment à 200 mètres, quoi. Eh ben écoute, dans une autre, j'ai un petit immeuble en Bourgogne. Je m'étais dit, je vais mettre ça à côté d'une grosse entreprise qui bosse avec Areva, le nucléaire. Je me suis dit, ben, c'est que des mecs qui vont bosser là-bas. Et ben, quasiment tous les locataires qui ont postulé, aucun n'était de cette usine, alors que je suis à 200 mètres. C'est improbable. C'est pour ça, je pense qu'on ne se rend pas compte, tant qu'on n'est pas dans la niche, on se rend pas compte qu'il y a une demande, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et après, moi aussi, ce que je regarde, c'est, les bonnes affaires, tu les fais sur les divorces, les successions. Et si la personne est prise à la gorge, moi, j'ai acheté avec mon meilleur pote un local du côté de Chamonix, un local commercial. Le truc, il était en dessous, moitié prix du marché, parce que la nana avait besoin absolument de vendre, parce qu'elle avait besoin de rembourser son prêt, parce qu'elle voulait faire un autre business, elle était prise à la gorge. Donc en fait, faut pas être sans cœur, mais c'est pas être sans cœur, en fait, c'est que tu profites pas d'une situation, tu lui rends service. Finalement, parce que là, moi, il n'y a pas de prêt, il n'y a rien, ça se fait en deux, quoi. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, il faut bien voir les étapes de la vie. Toi, tu es dans une certaine étape de ta vie. Tu vois comme moi, à un moment, je dis une bêtise, quand j'étais étudiant, je revendais des téléphones. Parfois, je gagnais 30 euros, 40 euros. Maintenant, je change souvent de téléphone. Je le mets sur le site, je le mets au prix où je sais qu'il va partir super vite, et tu vois, je vais peut-être perdre 40-50 euros, mais pour moi, c'est pas grave. Et après, il y a des gens, au bout d'un moment, limite, tu sais, des vieux, ils vont vendre leur maison, ils vont juste vouloir un appart au centre-ville, et ils vont être prêts à acheter, en fait, le prix, enfin, ils vont vendre la maison, le prix de l'appart, donc toi, tu vas faire une bonne affaire en achetant cette maison. exactement. Ou inversement, tu peux leur vendre, enfin les promoteurs, souvent les trucs neufs. Moi, je connais pas mal d'exemples comme ça. En gros, ils peuvent vendre un appart le prix d'une maison parce qu'ils savent que les gens, ils sont L'offre et la demande, bien sûr, exactement. Et après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ça, on dira ouais, mais c'est de la chance parce que finalement, ils trouvent des bonnes affaires, c'est de la chance. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi derrière. Moi, j'ai beaucoup de mecs qui me disent ouais, t'as de la chance, t'as des apparts, t'es rentier, tu fais plus rien. Ouais, mais avant, il y a 10 ans de boulot. Il y a les emmerdes à avoir parce que quand tu gères les locataires, à les trouver, qui t'appellent pour des conneries parce que le cumulus fuit comme si toi t'allais faire quelque chose. Le voisin du dessus qui fait du bruit, mais tu n'y es pour rien. Et puis surtout le temps pour trouver cette affaire. Et puis le jour où tu trouves l'affaire, bah déjà il faut le financement. Donc il y a tout bon, à force quand on a acheté 2-3, tu sais à force comment faire. Mais t'as toujours cette épée Damoclès en disant est-ce que je vais avoir mon prêt. Et puis une fois que tu l'as, je sais pas si toi ça te le fait, mais tu te dis mais attends, je l'ai acheté, mais attends, est-ce que j'ai bien regardé, est-ce qu'il n'y aura pas une merde, est-ce qu'il n'y aura pas un truc qui va ressortir, est-ce que j'ai bien tout vu. T'as du stress aussi. Et ça, c'est pas simple. Moi, j'en ai deux en location courte durée. Donc, c'est sûr que ça ramène du cash. Le problème, c'est que tout le temps, t'as des emmerdes x 10. Parce que t'as beaucoup de turnover, t'as des mecs qui sont dans l'appartement, ils y vont pour une nuit, 2 nuits, ils s'en foutent. Donc, toi, t'as un locataire derrière, ce qui m'est arrivé souvent. Tu sais, les mecs, ils vont faire la bringue, ils ont fait la chouille, ils vont gerber dans ton chiotte, ils ont bouché ton chiotte. Ils partent à 10h, à 14h, il y a un nouveau locataire qui arrive. C'est un dimanche, comment tu fais pour déboucher ton chiotte, appeler un plombier? T'as plein de petites merdes comme ça, un cumulus qui pète, tu vas mettre une semaine, 15 jours avant de trouver le plombier qui vienne te le changer. Pendant une semaine, 15 jours, t'as pas de location, donc t'as pas de revenus, et en plus de ça, bah, t'as un coût parce qu'il faut changer ton cumulus. Donc quand tout va bien, quand toutes les étoiles, les planètes sont alignées, tout va bien. Mais quand il y a des merdouilles, ça va pas.
Et je Moi, sais tu sais, pas. quand j'avais 5, 6, 7 biens, t'entends, et que je faisais pas d'LCD, ça allait, tu vois. Il y a parfois pendant 3, 4 semaines, j'avais vraiment rien. Et Ouais. là, si je résume, tu vois, là, on est dimanche quand on enregistre. Si je regarde ma semaine, donc non seulement, j'en parle de temps en temps. Moi, je suis consultant en finance. Si j'avais une grosse semaine par rapport à ça, je suis en train de financer ma RP. C'est un montant de fou furieux. Je dois négocier à mort l'apport que je dois mettre. À la base, voilà, pour vous donner un petit montant, la banque, elle m'a dit, je peux vous prêter très rapidement si vous mettez 130 000 euros d'apport. Bon, je dis, écoutez, on va peut-être commencer par discuter et puis on va voir comment on peut faire. C'est ça. J'ai un appart qui se loue pas depuis 2 mois et demi, on en a parlé, j'ai mis une annonce. Le samedi, j'ai fait les visites. Là, j'ai envoyé à mon gestionnaire les dossiers que je trouvais bien. Ce matin, j'avais un futur, quelqu'un qui nous a rejoint en club Invest. Et puis là, on enregistre le dimanche soir et c'est tout le temps comme ça. Et si tu me vois dans 3 ans, tu vas te dire, ouais, t'as de la chance. Bah, si ça se trouve, le locataire que j'ai trouvé là, il sera déjà parti. C'est ça. Mais RP, j'aurais vendu parce que, j'aurais une opportunité d'aller vivre sous les tropiques. Ou Je te le sais souhaite. pas, et puis voilà. Donc, Ah, bon, c'est- on voit que la parle partie aux immergée de investisseurs. l'iceberg. C'est ça, on voit que la partie immergée de l'iceberg. Ils n'ont pas tous les boulots, enfin le boulot qu'il y a derrière et les prises de risque. Hein, Oh, parce que, moi, je dis ça, tu vois, j'aime bien. L'autre jour, on m'a demandé, le podcast, c'est du boulot ou du loisir? J'ai dit, mais enregistrer, c'est du loisir. Mais tout le reste, rien que, tu vois, se fixer une date. Tu m'as appelé l'autre jour, tu m'as écrit, j'étais en train de courir, je te rappelle, tu réponds pas, je t'envoie un message. Tout ça, c'est après, faut que je fasse la miniature et tout. Donc, t'as du toujours boulot. une partie de. Bien sûr. Tu vois, faire visiter un appart, ça me dérange pas. Les gens, ils viennent et tout, je parle avec eux. Voilà, j'ai fait un planning, j'ai programmé 12 visites, j'ai eu 4 qui sont pas venus. Enfin, c'est quand même toujours un peu des contrariétés. Je suis allé le matin, je suis allé l'après-midi. Donc voilà. Mais De c'est toute du façon, il n'y plaisir. a pas de secret. Hein. Avec 27 apparts dans ta vie, il n'y a pas 1% des gens qui ont eu ça. Donc, ça veut dire que tu as consacré Ouais. le temps qu'il faut. Quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est marrant parce que à force, avec le temps, tu te rends même pas compte de ce que tu as. Moi, je me rends pas compte de ça. Je discutais avec des amis qui me disaient, bah moi j'ai 3 apparts. Et j'ai une petite voix dans ma tête qui m'a dit, putain, la nana, elle a 3 apparts. Putain, elle a réussi, quoi. Je veux dire, elle est bien. Et en fait, j'en parle avec ma copine, elle me dit, mais tu te rends compte, toi, 17, faut faire le rapport. Et en fait, tu te rends même pas compte parce que c'est naturel. Et enfin, je pense que c'est comme toi, comme beaucoup d'investisseurs, quand tu es un passionné, tu fais pas ça par obligation. Moi, je fais ça par plaisir. Finalement, ma copine me dit, ben, tu bosses toute la journée parce que tu réponds aux locataires, tu cherches les artisans, mais ça passe tout seul. C'est pas comme si on te dit d'aller bosser 7h du midi, 14-18, quoi. Je veux dire, ça passe tout seul, quoi. Ça passe super bien. Ouais. Non, bah top. Du coup, on en était dans tes invests et puis on embrasse mon associé. Lui, il a un appart en LCD. Il a un problème de chauffage. C'était pas la première fois dans cet appart. Il y a 8 à 16 semaines de délai, là. Il nous a envoyé. Putain, Donc déjà, le chauffage, je sais pas combien ça coûte. Si c'est un appart qui te rapporte 1 000 euros par mois en LCD, ben, son chauffage, il va lui coûter grosso modo 3 000 à 4 000 euros, quoi. Si tu regardes. ça pique, hein. Ça pique un peu. La LCD, c'est magique quand ça tourne, c'est magique. Mais tu vois, si t'es arrivé dans un appart en longue durée, bah, ce chauffage, tant pis. Et puis, il y avait les autres. Ah ouais. Enfin, C'est plutôt trop entre guillemets. En plus, tu gères ça. Moi, je sais que les courtes durées, c'est moi qui gère. Mais tout ce qui est meublé à l'année, il y en a une partie que j'ai déléguée à une entreprise. Et à la limite, bah, ton locataire, il appelle l'entreprise. L'entreprise va lui dire, bah, ils viennent dans une semaine. Tu t'en fous, c'est pas ton problème. Ça, il patiente. Mais en courte durée, bah, tu peux pas te permettre, quoi. C'est vraiment ça qui te fait une source de stress, on va dire. C'est clair. Clairement. ouais, c'est ça, à courte durée, t'en parles. Là, j'avais des apparts, mes apparts, c'était pas rempli, donc j'ai communiqué avec les concierges pour baisser les prix. Et encore, il y a 1 heure, j'étais dans le train, j'ai viré 150 euros à mon concierge parce qu'il m'a mis un nouveau, il m'a vendu son lave-linge qui était tombé en panne. Salut d'ailleurs, Julien. Ok. Et donc là, tu as transformé des T2 en T3. Tout cela, tu les as gardés ou tu les as revendus? Tu les as revendus? Il y en a une partie que j'ai revendue. Il y en a sur le volume. Il y en a 3 que j'ai revendus, d'autres que j'ai regardé et que j'ai gardé. Et là, maintenant, là, j'ai revendu un garage. J'ai revendu un garage dernièrement, la semaine dernière. Mais je tourne entre, on va dire, 15 et 17 appartements parce que, enfin, lot en général, parce qu'après c'est quand même compliqué de tout gérer. Et comme toi, au bout d'un moment, ben, on te dit c'est quelle rue? Bah, tu te souviens plus de la rue de ton appart. Ou moi, j'ai les impôts qui me demandent des trucs dans la ville où j'en ai plusieurs.
c'est quelle rue? Ah bah écoutez, bah dites-moi la rue, ok, bah dites-moi l'étage, parce que j'en ai plusieurs dans le même bâtiment, quoi. Et en fait, tu te rends compte que, enfin voilà, tu peux pas tout suivre. Et c'est surtout ça Ouais. qui est C'est pour problématique, ça quoi. j'avais deux appartes qui étaient vides là pendant 2 mois et demi. Voilà. Quand on a un, ça t'arrive pas, hein. Moi, je me souviens, les premiers que j'ai achetés, ils étaient loués dans la semaine, hein. Ouais, c'est ça. Bah nous ici, c'est ça, hein. Normalement, tu mets une annonce. Moi, en plus, j'optais pour une technique qui était de dire je suis le moins cher, je propose des prestations milieu de gamme, mais je suis le moins cher, je suis le premier, comme ça je suis sûr de le louer tout de suite. J'avais cette peur de dire je vais avoir un bien qui ne va pas se louer. Dans les faits, ça se passe pas. En fait, tu trouves toujours. Et c'est vrai que moi, une annonce, en l'espace de 3 heures, j'ai 100 appels, j'ai 200 messages sur le bon coin, il me bloque ma messagerie vocale. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, tu sais que tu vas avoir du volume. Et puis après, comme toi, la dernière montée visite, t'as, on va dire, un bon tiers qui vient jamais parce que même il est décédé, le chien va mal et ils ont mal, quoi. Donc c'est compliqué. En fait, c'est ça qui est pénible entre guillemets, mais bon, ça reste un truc sympa. C'est la gestion des personnes. C'est surtout ça. Et puis, oui, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, sur le volume des appartements, en fait, je garde ce petit vivier d'une quinzaine d'appartements et après, bah, j'essaie d'acheter au bon prix et de revendre avec une plus-value. Et ce qui est intéressant, et c'est ça une fois qu'on y a goûté, c'est que quand tu achètes un bien 100 000, que tu le revends 2 ans après 120 000, et qu'entre-temps, bah, ton locataire t'a fait du cash flow chaque mois, mais en plus il a remboursé ton emprunt, ton amortissement, tu te rends compte que bah, tu t'es fait 30 000 balles, mais pas sans rien faire. Mais en fait, le travail se fait en amont. Une fois que c'est mis en place, t'es tranquille. Si t'as fait les choses comme il faut, t'es tranquille. Après, c'est du boulot. Tout le monde peut le faire. Moi, j'y suis arrivé. Tout le monde peut le faire, mais il y a on va dire cette envie et ce formalisme qu'il faut vraiment, vraiment adopter pour bien réussir, quoi. C'est pour ça que bah, vous, je sais que vous suivez des investisseurs qui ont besoin d'aide, des choses comme ça. Il y a des fois, il vaut mieux payer un mec chaque mois qui va venir vous conseiller et faire un bon achat que plutôt d'acheter un truc et tu vas être emmerdé pendant 20 ans parce que tu auras fait un mauvais achat. Et surtout, le premier achat que tu fais, s'il est merdique, il te colle à vie parce que ta banque va te court-circuiter, toi, ça va te dégoûter. Pareil, si tu as fait plutôt un bon achat mais que tu mets un locataire qui est pourri dedans, eh ben, tu vas être emmerdé, ça va te faire du stress. Moi, j'achète de l'immobilier pour être peinard, hein. J'achète pas de l'immobilier pour qu'un mec m'appelle toutes les 2 heures. Et en plus de ça, bah, après, tu te dis, bah, j'arrête. Et récital, bah, tu t'enrichis pas, tu fais matin, midi, soir le boulot normal. Et non, ça, surtout pas. Surtout pas. Donc ouais, moi, pour te dire, en l'espace, j'étais en train de calculer parce qu'avant de t'appeler, j'avais fait les petits feuillets pour savoir combien j'avais de biens. Tu vois, en l'espace de 5 ans et demi, finalement, entre la plus-value latente, le remboursement de capital, tout ça, t'es quasiment à 1 million. T'imagines quel boulot peut te permettre de faire ça? 5 ans, t'as fait 1 million. Ouais, avec les plus-values latentes, et quand je te parle de plus-values latentes, c'est les plus-values latentes au ras des paquettes. Donc c'est vraiment avec en plus, en payant la taxe sur la plus-value, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est quel boulot te permet de faire ça? Si tu fais les choses bien, si tu trouves du temps pour trouver ça, c'est génial. Franchement ça, moi c'est mon kiff complet, quoi. Et puis tu vois tellement de choses, tu vois tellement de biens, tu vois, après tu connais tout ton marché par cœur. Tu sais la rue, combien ça s'est vendu, tout. Il y a plein d'agents immobiliers que je sais mieux leur rue que ce qu'ils me vendent, quoi. C'est effarant, quoi. C'est effarant. Bah, tu vois, ça fait 1 million, ça doit faire une carrière de gardien de la paix. Exactement, exactement. D'accord. Et en fait, c'est pas palpable, tu t'en rends pas compte parce que ça se fait tellement naturellement. C'est ça qui est génial, quoi. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ah bah top, super intéressant. Après, tu m'avais écrit dans ta description, il y a 2-3 trucs un peu insolites que tu as eu. Tu as eu un appart Pierre et Vacances. Ouais, alors ça, ouais. Il y a eu des problèmes là l'an dernier. Je l'ai encore parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, Pierre et Vacances, ils arrêtaient de payer les loyers parce qu'ils avaient plus de revenus. Parce que c'était des loyers qui étaient garantis, non? C'était une faible renta, mais tu as des loyers garantis. En gros, ils te vendent le truc, c'est un bail commercial de 9 ans, et ils te disent, on vous donne 4 000 € par an, vous ne payez aucune charge de copro, vous ne payez aucun entretien de l'appartement, c'est tout eux qui prennent en compte. Par contre, on vous paye 4 000 € par an, et puis voilà, quoi. Combien à peu près? J'ai pas entendu. Le bien, il coûtait combien? Je l'avais acheté 80 000 €, et avec les frais de notaire, il m'était revenu à 86 87 000 €. Et il me revenait, bah, tu vois, là, je touche 3 900 et quelques de revenus locatifs par an.
Bon, j'avais essayé ça, il est bien placé, et il est vers Cannes, donc c'était pas mal. Le problème, c'est qu'à un moment, Pierre et Vacances, ils ont décidé de plus payer parce qu'ils étaient plus solvables. Donc, ce qui se passe, ils ont fait une procédure de sauvegarde. Donc, pendant cette procédure de sauvegarde, ils ne payent plus les charges, ils ne payent plus les loyers, et ils ne doivent payer que les banquiers et l'État pour les taxes. Et tout ça pendant la procédure qui dure un peu plus d'une année. Donc nous, on a fait avec des avocats, on s'est tous mis ensemble pour faire avec des, comment ils appellent ça, une attaque collective, un recours collectif. Donc on a attendu. Et ce qui se passe maintenant, c'est que leur technique, c'est qu'ils ont payé une partie des loyers à hauteur de 70%. Et surtout, le problème, c'est que tout le monde veut vendre leurs biens parce que ils se disent on va pas s'emmerder, ils sont pas honnêtes. Comment veux-tu les garder? Sauf que dans ton bail, tu peux pas le bail commercial, tu peux pas le casser comme ça, parce qu'ils partent du principe que si tu le casses, même en donnant ton préavis, c'est une perte de recettes pour eux. Donc tu leur dois au minimum 2 années d'exploitation. Mais attention, 2 années d'exploitation, c'est pas 4000 balles, parce que l'exploitation, c'est pas deux années brutes. Leur chiffre d'affaires, tout à fait. Donc c'est à hauteur de, ils doivent te faire 20 000 balles par appart. Donc tu vois, c'est plus la même. Donc ton bien, si tu rajoutes 20 ou 40 000 balles, ton bien, voilà, c'est plus intéressant. Donc là, c'est compliqué parce que finalement, tu gagnes pas d'argent dessus. Il te coûte. Et en soi, il est pas vendable. Je t'entends beaucoup moins fort qu'avant. Je sais pas si t'as. J'avais mis la main dessus pour éviter de on a un peu, je pense que les auditeurs s'en rendent compte, on a un peu des sinusoïdes de son qui varient, voilà, faut mieux. Et donc on est en Pierre Vacances, plus jamais. Et on apprend. C'est complètement. Enfin moi, que j'étais enfant, j'étais allé dans des Pierre et Vacances. C'était des logements qui étaient au sein d'une enceinte, quoi. Enfin, c'était pas un logement. Tu peux pas demain mettre quelqu'un pour habiter toute l'année dedans. Alors là, dans ce bien que j'ai, en fait, il y a 24 appartements de mémoire, et il y en avait 20 qui étaient pour Pierre et Vacances, 4 qui étaient pour des personnes qui les ont gardés en nom propre. Et maintenant, il y a des gens, ils préfèrent payer les indemnités à Pierre et Vacances et les reprendre pour eux. Donc là, sur le volume, je crois que maintenant, il doit y en avoir peut-être une grosse dizaine pour Pierre et Vacances, et tout le reste est maintenant à des gens qui habitent à l'année, quoi. Ah ouais. Mais ça, Pierre et Vacances, franchement, ça a été un gros problème. Mais bon, c'est pareil, t'apprends. Hein. Maintenant, tu sais qu'il faut se méfier, voilà. T'as plein de trucs. La renta que tu m'annonces, 4000. Bon, après, c'est avant impôt, c'est du nul, hein. Ou alors t'as des... Non, c'est du meublé. Ah, c'est du meublé, ok. Ah ouais. Et après, c'est pareil, ça, tu vois. J'ai fait 3 mauvaises affaires. Celle-ci, elle faisait partie des affaires où je ne connaissais rien à l'immobilier. J'ai acheté ça parce que c'était sympa. Et il y a un autre truc aussi où j'ai fait une mauvaise affaire, c'est qu'un jour, en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, j'achète un bien de 40 000 avec un locataire en place qui paye 5 000 balles par an de revenus. Donc tu vois, nickel, plus de 10%, t'es bien. La problématique, c'est qu'à un moment, le locataire a décidé de partir parce qu'il était sous tutelle curatelle. Le problème, c'est que moi, j'ai pris peur et j'ai dit, finalement, j'arrête. Je veux plus acheter. Donc le notaire me dit, il vous faut une offre de prêt qui a été refusée pour être tranquille, quoi. Aucune banque m'a prêté, m'a fait des offres de prêt refusées. Donc résultat, moi j'ai dû payer les 10% de frais parce que j'ai cassé le truc. Après maintenant je saurais comment faire maintenant pour éviter de passer par là. Mais voilà, on apprend, il y a des trucs comme ça. Est-ce que tu as dû payer les frais d'agence? Parce que souvent, en tout cas, ils le mettent dans les offres. Je sais pas s'il y avait une agence. Alors là, pour le coup, je t'avoue que j'ai pas souvenir. Sincèrement, je crois pas. Non, je crois pas. J'avais juste payé. Non, c'est sûr que non. C'est même sûr que non. Non, j'avais juste payé les 10% de frais de séquestre, ils appellent ça. Je sais plus comment ils appellent ça. Ah. Mais ouais, non, juste ça. Mais voilà, après on apprend. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, donc chez Foncia, qu'on embrasse, qui m'ont fait beaucoup de misère. Alors, je devais acheter un bien, c'était 75 000 euros, je crois, à peu près, ou 80 000, je sais plus. Et donc, ils te font signer une offre super formelle, c'est avant le compromis. Donc, ça disait déjà que c'était 5% d'indemnité et plus les frais d'agence. La nana, elle m'appelle et elle me dit, oui, il faudrait que vous signiez. Moi, je vous ai préparé ça jusqu'à 21h hier. Et au lieu de mettre, déjà, ils prenaient, je crois, 10% sur les 70 000. Donc, mais au lieu de mettre les frais d'agence à 7 000, elle avait rajouté un zéro. Donc, c'était genre 72 000 euros. Donc, moi, elle voulait que je signe un... Et quand je lui ai dit, tu vois, elle me foutait la pression pour que je signe. Et je dis, écoutez, dans votre document là de 5 pages en carton, là, il y a écrit que les frais d'agence, c'est 72 000 euros. Ah, c'est bon, j'ai bossé jusqu'à 21h. Et eux, tu sais ce qu'ils voulaient pas me faire? Ils voulaient pas me faire de
clause de substitution. Ah ouais, d'accord. Ok. T'achètes en SCI. Il voulait pas qu'on achète. Non, c'était quoi? En fait, on pouvait pas avoir la clause. Il voulait qu'on fasse le compromis avec la SCI directement, alors que moi je fais toujours non propre. Et après, bien sûr. Et dans il voulait. Alors je sais plus. En gros, on n'avait pas le droit de mettre la clause suspensive d'obtention du crédit dans le compromis ou au moins dans leur offre. Non, c'est compliqué. C'est là-dessus où il faut être super vigilant. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des mecs comme vous qui encadrent des personnes qui achètent pour la première fois, parce qu'il y a plein de petits détails. Moi, j'ai acheté un immeuble en Bourgogne. Je l'ai acheté et le compromis, ils ont voulu le faire en agence parce que vous comprenez, ça ira plus vite. On est des pros, tout ça. Tu te rends compte que non. Je vous le dis à tous les auditeurs. Chaque personne a son métier. Ils sont des spécialistes dans chaque métier. Un notaire est spécialiste pour un achat immobilier. Allez voir un notaire. Il y a plein de choses qu'ils oublient, il y a plein de choses qu'ils vérifient pas. C'est hyper compliqué. Même s'ils vous mettent la pression, vous vous en foutez. T'inquiète que lui, il va avoir sa com. Ce qu'il voit, c'est sa com. Il s'en fout de toi. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. C'est pour ça qu'il faut être hyper rigoureux. Il y a des fois, il vaut mieux passer à côté d'une affaire plutôt que d'avoir une affaire en merde. Et c'est compliqué parce que c'est toujours compliqué quand tu veux faire machine arrière parce que t'as ton ego, t'as pas envie d'embêter tout le monde. C'est comme, moi, un truc tout con. Maintenant, j'essaie de faire en sorte de vendre, de visiter des appartements à vendre qui soient avec l'eau et l'électricité. Parce que demain, qui te dit que quand tu vas avoir mis l'eau et l'électricité, que tu n'as pas une fuite d'eau, que tu n'as pas une problématique de... Parce qu'une chasse d'eau, un truc tout con, une chasse d'eau, c'est 50 balles. Autant que ça soit eux qui le payent plutôt que toi. Si demain, tu as un problème électrique, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte d'emmerder, entre guillemets, le agent immobilier. C'est son job. Hein. Et le mec, c'est pas qu'importe clé, hein, c'est pas passe-partout. Hein. Il est là aussi pour te renseigner, pour faire la démarche, pour être sûr que tu fasses un bon achat, quoi. C'est certain. Ouais. Et la troisième mauvaise, t'as dit que t'as fait 3 mauvaises affaires. Pierre et vacances, ça, et l'autre? Et l'autre, c'est de pas vérifier les baux. Et quand tu vas chez le notaire, lui-même n'a pas vérifié parce que tu apprends qu'en fait il est de mèche avec le mec et tu te rends compte que les baux, c'est que du pipeau, il n'y a pas de clause résolutoire pour les foutre dehors. Que finalement... La clause résolutoire, pour ceux qui savent pas, c'est en fait dans les baux. En gros, la clause, elle dit, souvent c'est si il paye pas 2 mois, souvent c'est comme ça. Hein. Le bail, le bail il prend fin. Enfin, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Donc, et si tu l'as pas, notamment les garanties loyers impayés, elles te garantissent pas si t'as pas cette clause résolutoire. Et sinon, je pense que ça doit être super dur de dégager quelqu'un qui a un bail comme ça, même si. Et oui. Et comme tu disais, même si tu prends une GLI, la GLI, la garantie loyer impayé, ne rentrera pas en compte parce qu'ils ont pas ce motif pour mettre la personne dehors. Il y a aussi, par exemple, s'il n'y a pas l'assurance habitation. Si ces gens-là n'ont pas l'assurance habitation, tu peux mettre ça dans la clause résolutoire. Et là, moi, j'ai entre guillemets, ça a pris du temps, ça a pris 6 mois, mais la personne est partie après d'elle-même. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de petits détails qu'il faut. C'est le détail qui fait que. T'apprends, tu vois. T'apprends des trucs. Après, ça nous est arrivé, tu vois, là, l'appart que. Alors, je pense que c'était une bonne affaire à l'achat, mais je vais vous raconter rapidement l'histoire de cet appart. On a fait des bons coups et des moins bons coups que j'ai fait visiter. On l'a acheté en décembre, on a signé. Et en fait, la première fois, quand on est allé chez le notaire, j'ai vu que c'était pas le bon garage. Donc, on a suspendu tu sais, c'était des box dans un bâtiment souterrain. On a suspendu la signature. On s'est arrangé. Finalement, nous, on avait visité une porte pleine et là, c'était une porte en grillage. Donc, on a pu négocier une baisse de prix par rapport à ça. Donc, ça, c'était plutôt la bonne affaire. Côté mauvaise affaire, l'agent m'avait dit qu'elle me mettrait en location. Ça a mis 1 mois et demi. Donc, tu vois, de l'argent perdu. Elle a mis un locataire de mer. La fameuse nana qui te faisait un peu du rentre dedans, là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, elle m'a mis un locataire, qui a, par exemple, effectivement, l'appart, on l'avait pas repeint. Il a proposé de le repeindre. Donc, on lui a dit, OK, souvent, nous, on paye la peinture ou les choses comme ça, quand c'est comme ça. Le gars, au bout de 6 mois, il a 20 ans, sa copine est enceinte. Enfin, non, pas au bout de 6 mois. Au bout de 2 mois, elle était enceinte, ou 1 mois, je sais pas. Au bout de 6 mois, il part. Là, il nous a fait des trous dans les murs pour mettre sa télé et tout. Donc voilà, le locataire, quand même merdique.
Et bien sûr, il part avec 1 mois de préavis parce qu'il aurait perdu son boulot. Bon, voilà. L'appart, il se libère en juillet. Je dis, bon, c'est peut-être mieux qu'il se libère en juillet plutôt qu'en septembre. Et en fait, on a signé le compromis en agence. Et on a acheté le 27 décembre, je crois, 23 ou 27 décembre, 23, je crois. Et on s'est tapé une régule de charge du 31-12. Donc, tu sais, tu as l'état daté. Donc, c'est quelque chose que la copro facture souvent 400-500 euros pour dire en gros où est-ce que ça en est au moment de la signature. Et ben, la clôture au 31 décembre, il nous réclamait 400 euros, je crois, de régule. Et en fait, vu que c'était donc on a contacté la notaire et elle a dit, en fait, dans le bail que vous avez signé avec l'agence, dans le compromis de l'agence, c'est écrit en gros, une fois que vous avez signé, c'est pour vous, quoi. Donc après, s'il y avait eu un crédit, ça aurait été aussi pour nous. Mais bon. Ouais, mais là, pour le coup, si c'est contre toi, c'est ça, c'est clair. Je les ai pris, je les ai brûlés, quoi. Enfin, et là, il était de nouveau vide 2 mois, mais là, c'est bon, normalement, c'est réglé, on va avoir 10% de retard. Mais c'est vrai que c'est super, faut faire super gaffe sur des baux. Si ton bail est mal rédigé et tout, il n'y a rien de plus inégal entre le propriétaire et le locataire. J'écoutais, je sais pas, enfin, tu connais, parce que tu faisais, comment il s'appelle, les gentlemen investisseurs. Et il y a, comment il s'appelle, Tony, qui expliquait ça. Ils sont bons, eux. Et justement, il disait, faut faire gaffe sur tout, quoi, parce que eux, t'as toujours des assos derrière qui vont essayer de casser ton bail, et alors que toi, t'es le pauvre petit capitaliste qui essaye d'acheter des biens pour c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Ah, bien sûr. Ok, top. Il y a encore un point, j'essaie de faire en sorte que les épisodes durent après 1 heure. Est-ce qu'il y a un point que tu veux aborder encore dans tes achats, dans tes reventes, où est-ce que tu en es aujourd'hui concrètement? Donc en fait, on n'en a pas parlé, tu es parti après, tu as quitté la police. Ouais. Tu avais combien d'appartements à ce moment-là? J'en avais, quand j'ai quitté la police, j'avais ma RP, l'appartement à Sainte-Maxime, donc, et j'avais un autre, 3, j'en avais 3. Ok. Ouais, et ensuite, tu es parti en Suisse. Je fais une annonce. Je vais faire un épisode spécial travailler en Suisse. Je pense que j'ai 3 invités, un frontalier et 2 qui habitent, je crois. Et je vais faire parce que c'est vrai que nous, en Alsace ou chez toi en Haute-Savoie, c'est un super vecteur pour accélérer super fort parce que les salaires en Suisse, ils sont très, enfin, on peut vite avoir, même quand on n'a pas de diplôme, des salaires assez élevés. Hein. J'ai un auditeur qui est chauffeur de bus. Il gagne bien plus de 5 000 euros par mois, par exemple, en faisant ça. Donc, je vais faire un épisode spécial suisse, je l'annonce. Donc là, t'es parti en Suisse, toi? Ouais, c'est ça. J'ai fait, tu vois, quasiment 9 ans en Suisse. Et puis après, là où j'étais, ils ont fermé. Donc, moi, comme j'avais quand même pas mal d'appart, un bon patrimoine, ça faisait un petit moment que ça me titillait de me dire, allez, je peux vivre que de ça, j'arrête. Mais tu as toujours ce truc en disant, ouais, mais bon, allez, encore 6 mois, encore 1 année. Et là, pour le coup, ils m'ont un peu aidé. Donc, j'ai arrêté. Et puis maintenant, j'ai entre guillemets, la chance de pouvoir vivre de ça, quoi. Donc ça, c'est génial. En fait, parce qu'en Suisse, t'es super bien payé. Ouais. Mais par contre, on peut te virer du jour au lendemain. C'est ça. Nous, ça a été le lundi à 10h, 14h. Vous êtes tous virés. Merci, bonne journée. Ouais. Et voilà, donc c'est super bien payé, tu as plein d'avantages, où tu bosses un peu plus, tu es aussi impacté par rapport au taux de change, donc si le taux de change est dans ton sens, c'est tout bénef, à l'inverse, quand ça se retourne, tu payes 20%, donc c'est, voilà. Puis après, tu vois... C'est dans la sécurité, c'est ça en Suisse, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux dire un peu une échelle des revenus, soit que tu avais, ou soit que tu constates dans ce milieu, peut-être? Généralement, dans la sécu, après tu fais 41 heures sur le papier, mais tu en fais beaucoup plus dans les faits. Tu as aussi pas mal de choses. Tu vas certainement revenir dans ton podcast, mais tu as des mutuelles à payer, tu as pas mal de choses, mais tu es aux alentours de 3 000 euros dans la sécu. Après, tu as quand même pas mal de charges à déduire, mais par rapport à un mec qui est dans la sécu en France, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. C'est certain, à 100%. Tu étais du coup frontalier, tu avais la route. Combien de temps ça te prenait la route? Après, dans la sécu, tu fais des heures un peu décalées, je pense, non? Ouais, mais non, moi, c'était des horaires, des pendulaires. Donc, c'était, tu vois, 8h, 19h, grosso modo. Okay. Donc, après, généralement, tu comptes, moi, j'étais en scooter, tu mets 45 minutes, 1 heure. Mais si tu prends une voiture, tu mets 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, il faut te stationner. Tous les parkings, c'est super cher. Moi, les parkings, quand je devais me stationner, je payais peut-être pour la journée, je ne vais pas dire de conneries, mais entre 20 et 30 euros.
Donc ça va vite, hein. C'est pour ça que ça va très très vite. C'est un tout. C'est un tout. Ok, top. Donc maintenant tu vis avec tes loyers, ça te suffit. C'est ça. Et c'est ça en fait que je voulais te dire, c'est que tu vois mon luxe à moi, c'est pas de rouler. J'ai une Porsche, c'est sympa. Tu fais le kéké pendant 6 mois et tu te rends compte que finalement, bah, tu t'en fous si t'as deux trois michetots qui te regardent, c'est sympa, mais c'est pas. T'achètes un niveau social et en fait, enfin, tu t'en fous. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ma liberté de plus être dépendant d'un patron, de me dire demain, ah, tu vois, là, je peux m'occuper de ma petite quand je veux. Enfin, t'es pas dépendant de quelqu'un et c'est ça le plus gros luxe. Quand tu sais combien il te faut pour vivre chaque mois, une fois que tu l'as atteint, tu fais un petit peu plus haut pour être tranquille. Mais à un moment, il faut savoir lâcher, quoi, parce que sinon, tu continues toute ta vie et t'es dépendant de ça, quoi. Bah, top. Très, très, très intéressant. Et du coup, comment tu vas t'occuper pour le futur? T'as déjà une idée? Bon, t'as déjà tes 17 apparts à gérer, hein. Ouais, il y a un peu ça déjà. Le fait aussi, j'ai envie de faire aussi un peu de vente, de conseiller les gens. Donc aussi bien là, je suis avec un mec qui tient une agence immobilière, donc d'essayer de faire un agent immobilier, mais qui soit pas, tu sais, juste le passe-partout, qui tient juste les clés, que quand tu présentes le bien, que tu arrives à trouver la cave au moins, que tu fasses pas toute la cave et que tu n'arrives pas à la trouver, ou que tu te plantes d'appartement. Et puis après, ouais, bah, de gérer les apparts, parce que mine de rien, ça prend du temps. Et puis à faire aussi pas mal d'achats-reventes. Et pour ça, je me suis rendu compte, et c'est ça qui était pénible dans mon boulot, c'est que si t'as pas le temps d'aller faire les visites, d'être le premier sur le coup, et ben l'affaire, elle est pas pour toi. Et t'as beau avoir le blé que tu veux, tout ce que tu veux, si t'es pas sur le coup le premier, c'est mort. Et c'est ça qu'il faut faire gaffe. Ouais, top, top, top. Bah écoute, super intéressant. Alors les agents IMO, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Moi, je sais pas, j'ai essayé un peu de chiffrer. Je sais pas combien j'ai fait de visites dans ma vie. Je pense aux alentours de 500, je pense à peu près. Et bah toi, 27, Bon, je suis allé avec des gens et tout. Mais bon, ouais, peut-être pas 500, mais entre 300 et 500. ouais. Voilà. 10, bref, ouais, donc cette année, j'en ai fait au moins 50. Ah ouais, ça va vite. Moi aussi, j'ai acheté ma RP à un montant complètement fou. Donc, je voulais pas me tromper, j'ai fait 20 visites en 5 jours. Et, après, la RP, c'est là où tu habites, donc c'est beaucoup plus simple de faire les visites C'est ça. à distance. C'est clair. Donc, mais en tout cas, j'ai jamais un agent qui a pas eu les clés de l'appart. Franchement, ça, je dois vous reconnaître d'être super fort. Ça m'est jamais arrivé qu'on se pointe devant l'appart et qu'on n'ait pas les clés. Donc, bravo. Eh ben, écoute, moi, en Espagne, je voulais acheter un truc en Espagne. Donc, je me suis tapé 9 heures de route. Je vais sur le moment. La nana arrive. Elle arrive pas à ouvrir la porte. Je dis, bah, peut-être que vous avez mal mis. Elles se sont plantées. Elle s'est plantée de clés, quoi. Tu viens pour visiter un bien, elle se plante de clés. Terrible. Ouais. Par contre, ça arrivait une fois. Mon associé, j'avais visité un gros immeuble. Je lui dis, écoute, moi, je veux pas me placer sur l'immeuble sans que tu sois passé avec un artisan. En plus, il fallait tout péter. Il y avait 5 ou 6 apparts. Et lui, il a pris rendez-vous la semaine d'après pour aller revoir avec l'artisan. Et en fait, c'était vendu entre-temps. L'agent n'est jamais venu. Putain, terrible. Terrible. Voilà. Bah écoute, je pense On qu'on arrive a à fait bien. une heure. On a fait un tour. Voilà. Si on veut te contacter, Là, je suis en train de refaire un Instagram qui s'appellera Bien Investir Maintenant. Donc, si vous voulez m'envoyer des petits posts, et j'aimerais bien conseiller les gens qui sont vers chez moi en Haute-Savoie, avant qu'ils achètent, ou des trucs, des petits conseils, des trucs pour pas qu'ils se mettent dedans. Et puis voilà, bah, c'était un plaisir, écoute, de partager. C'est court finalement, 1 heure, mais de partager ce petit moment. Et puis voilà, bah, j'espère que tu vas acheter tes 5 biens par année comme tu le ouais. veux. Là. Voilà, si tout se passe bien, j'en aurai 6. Mais j'avoue que là, j'ai un peu. Je sais pas, j'hésite encore à faire un épisode sur les chiffres d'achat de l'année parce que ça me donne un peu le tournis. Et donc voilà, et c'est pas encore fait pour l'instant, même si j'ai eu un prêt puis un. Et toi qui achètes beaucoup, est-ce que ça te le fait? C'est-à-dire qu'au début, tu es hyper rigoureux sur tous tes biens, t'es vraiment, tu suis ton truc. Et moi, je me suis rendu compte, c'est pour ça que je me suis recadré, c'est qu'après, tu te rends compte que tu laisses passer certains trucs et finalement, tu fais des bonnes affaires, mais plus de très bonnes affaires parce que tu es un peu plus laxiste. Je sais pas si ça te le fait. Exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, moi, j'ai été un peu dans une optique de volume d'achat, hein, je veux dire clairement. Et par exemple, je connais des gens qui ont des revenus bien moins élevés que moi, du coup, qui ont pu acheter beaucoup moins d'appart que moi, et qui ont optimisé beaucoup mieux, tu vois, déjà leur trésor, le truc, le suivi. Moi, par exemple, je vais jamais aux AG de copro, à part dans un appart que j'ai dans un petit immeuble.
voilà, je suis sûr si tu vas, tu trouves des trucs, t'entends qu'il se passe des trucs dans l'immeuble, tu vois, ça peut te servir. Les premiers achats, bah, j'en parle souvent parce que c'est quand même super drôle. Le premier appart que j'ai acheté en France, c'était 23 000 euros. C'était un appart, je l'avais saigné, enfin, je l'avais négocié comme un fou. J'avais chopé un emprunt sur 25 ans, donc il me coûte 86 euros d'emprunt par mois. Tu vois, et l'appart suivant que j'ai acheté, en fait, j'étais un moment à mort dans les vidéos YouTube et tout, des trucs. Et, j'avais déjà eu des apparts à l'étranger, mais les premiers en France, c'était comme ça. Le deuxième, j'avais eu un emprunt à 110%. C'est le seul que j'ai eu. Moi, c'est aussi, je pense, le seul que j'ai demandé, parce qu'après, j'ai revendu des trucs, donc j'ai eu un peu de cash. Et du coup, tu vois, j'ai fait un peu les trucs idéaux, prêt longtemps, grosse négo. Celui-là, j'avais acheté 23. Le deuxième, c'était annoncé à 68. J'avais négocié à 54. C'était quand même un assez et tout. Et après, il y a eu tu vois, là même en ce moment, j'ai acheté, alors tiens, tu peux me donner ton avis. J'ai acheté il y a 2 ans dans un immeuble, donc c'est au dernier étage un peu mansardé, 63 000 euros en appart. Et là, j'achète dans le même immeuble, bien exposé, balcon, pas de mansarde, 77. Tu vois, les prix, ils ont monté. J'ai négocié, c'est à peu près la même surface. J'ai quand même négocié presque 12 000 balles. Le bien, il était cher à la base. Et tu vois, je me suis demandé, est-ce que c'est un bon achat ou pas? Tu vois, je sais toujours pas. 20%, t'as 20% de différence, mais le problème, c'est que tu te réfères par rapport à ton premier achat. Si demain, tu oublies ce premier achat, est-ce qu'il rentre dans tes cases pour rentabilité? Eh ben, vas-y. Hein. C'est pour ça que j'y suis allé. Moi, je te donne un exemple. Dans un appartement, j'ai acheté un studio 40 000 euros. Ça vaut 90 000 euros. Si je devais me référer à chaque fois à ce 40 000 euros, j'achète plus rien. Ah, bien sûr. Mais là, il y avait 2 ans d'écart, tu vois. C'était pas non plus 10 ans. Donc, d'accord, je comprends. C'est toujours compliqué de avoir ce recul nécessaire, quoi. C'est clair. Certain. Donc voilà. Ben, ça fut un plaisir, Benoît. Et puis à bientôt. Et puis, nul doute que je passerai un jour. Toi, t'habites à Vertemont-les-Bains. Au bord du lac. Tout à fait. Par là. Écoute, avec plaisir. Et continue tes clients, c'est vraiment un plaisir. Tu vois, là, je vais enchaîner, là, je vais faire le ménage dans une LCD. Et ben, je vais mettre en fond sonore ton podcast, c'est super. Tu as gagné 1 million d'euros en 5 ans et ça va faire le ménage le dimanche soir dans la LCD. Il n'y a pas de Allez, écoute, à très bientôt et bonne journée. Bye bye. Bonne journée à toi. Salut. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que le parcours de Benoît vous aura inspiré. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Tous mes liens, le groupe Telegram, le Club Invest, la checklist gratuite, indispensable en visite. Et si vous voulez rejoindre la formation, négocier pour faire des gros billets avec éventuellement le dossier bancaire, vous allez sur grosbillets.com, grosbillets, parce que bien sûr, c'est au pluriel.com. Lien dans la description, lien dans ma bio Insta. Vous me retrouvez partout. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.